Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler de ce livre-ci, La Nuit des Cannibales de Gabriel Katz, paru chez Pygmalion. Ensuite on passera dans du jeunesse avec le 9e tome de la saga de l'épouvanteur Grimalkin et l'épouvanteur de Joseph Delaney, paru chez Bayard. Et on terminera avec Orphea Fabula, le tome 2, et les coulisses de Versailles de Marie Alino, paru chez Poulpe Fiction. Et on commence tout de suite avec La Nuit des Cannibales. C'est le premier Gabriel Katz que je lis qui n'est pas de la fantasy. J'ai lu donc ce thriller fantastique et c'est pas vraiment ce que j'ai le plus apprécié. Je vais vous expliquer en fait. Ici nous sommes dans une histoire un petit peu particulière, nous suivons Maxime qui a 43 ans il me semble, qui est un homme épanoui dans sa vie professionnelle puisqu'il dirige une agence de mannequins, de modèles, je ne sais plus exactement, bref. Et tout se passe bien pour lui, sauf qu'un jour il va se réveiller et sa vie va complètement être bouleversée. Je ne vais pas vous en dire plus parce que même si ça se passe dans les premières pages, dans les premiers chapitres, je ne vais pas vous dire ce qui se passe exactement pour lui pour vous garder la surprise. En soi, c'est pas quelque chose de très original puisqu'on l'a déjà vu dans des films ou dans d'autres livres. Simplement, la mythologie mise en place à la suite de ça est totalement original et totalement farfelu et totalement dans la veine de ce que peut faire Gabriel Katz, plutôt assez tordu. Je dois bien l'avouer, j'ai aimé cette mythologie, j'ai aimé tout ce qui a été fait autour de cette notion de cannibale, puisque la nuit des cannibales, eh bien ça ne se réfère pas du tout à une personne qui bouffe d'autres personnes, mais c'est différent. C'est plutôt bien amené, ça je dois bien l'avouer. J'ai aimé aussi l'humour de Gabriel Katz que j'ai retrouvé dans ce livre-ci. Le truc que je n'ai pas aimé, mais ça je pense que c'est strictement personnel, c'est l'ambiance. L'ambiance de ce livre où on a beaucoup de courses-poursuites, de fusillades, de manigances pour prendre la tête de l'organisation. Bref, en fait, c'est une ambiance très mafieuse et je n'aime pas du tout les films ou les livres qui sont sur la mafia. Alors, on n'est pas du tout dans la mafia, mais en fait, c'est l'ambiance qu'on retrouve dans ce livre qui m'a fait un petit peu penser à la mafia. Et comme je n'aime pas du tout ça, eh ben, j'ai pas adhéré. Tout simplement, je prenais pas forcément de plaisir à suivre Maxime qui me tapait un petit peu sur les nerfs. Je n'aimais pas forcément ce gars. Bref, voilà, ça ne l'a pas fait pour moi, ça ne veut pas dire que je ne testerai pas les autres livres de Gabriel Katz qu'il a fait en thriller, mais c'est sûr que je le préfère en fantasy, ça c'est clair. On passe à de la jeunesse avec le 9e tome déjà de la saga de l'épouvanteur. Ici c'est particulier puisque on va suivre non pas Tom, non pas Monsieur Grégory, mais Grimalkin qui est une sorcière que nous découvrons dans le tome 3, 4, je ne sais plus exactement, qui est une sorcière, qui est la tueuse du clan des Malkin. Donc à la base c'est une ennemie, c'est une méchante. On la retrouve pour ce tome et j'ai adoré franchement ce tome. Ça sortait un petit peu des sentiers battus, ça sortait un petit peu ce qu'on a eu l'habitude de voir dans les autres tomes de l'épouvanteur. Et j'ai adoré la découvrir parce que c'est un personnage très complexe qui a vécu pas mal de choses dans sa vie. Dans ce tome, l'action est omniprésente, elle est très bien dosée. On n'a pas des longs passages sans action, non, c'est continu. L'intrigue est intéressante. Comme je vous le disais, on a des sortes de flashbacks pour voir un petit peu la vie de Grimalkin avant. On découvre de nouveaux personnages. On s'attache à ces personnages. Voilà, le reproche qu'on fait avec Marilyn, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais nous lisons toujours cette saga en lecture commune avec Marilyn Titoumamax, on le lit encore ensemble. Et le reproche qu'on fait pas mal à cette saga, c'est que Joseph Delaney ne prend pas forcément le temps
de s'appesantir sur les personnages ou sur les actions. Tout va très vite et donc on n'a pas le temps vraiment de s'attacher ou de prendre peur pour les personnages. Alors que là, eh ben, en un tome, eh ben, je me suis attachée à des personnages, j'ai eu peur pour eux, j'ai été triste à la suite de disparition de personnages, ce que je n'avais pas forcément. Non mais même Lecoq s'invite dans mes vidéos maintenant. D'habitude c'est les Insta Stories, mais là, il est toujours là. Toujours. Et donc, j'ai vraiment adoré ce tome-ci. Il sortait de l'ordinaire, ça m'a plu, c'est très rythmé, c'était très bon. Donc, à suivre pour le 10e tome. On approche de la fin de la saga. Ça va me faire un petit pincement au cœur de laisser de côté les autres personnages, mais ouais, je vous conseille toujours autant cette saga parce que on passe un très bon moment. On se fait un petit peu des petites frayeurs. Mais c'est génial pour mettre un premier pied dans la fantasy. On passe maintenant à du très jeunesse avec Orphea Fabula, le tome 2. Je remercie encore une fois la maison d'édition pour l'envoi de ce livre. Je suis toujours ravie de suivre les enquêtes de Orphea Fabula. Enfin, c'est pas vraiment des enquêtes. En fait, Orphea Fabula, c'est une jeune espionne de 12 ans qui est à la solde d'une organisation qui s'appelle le CORPS. Bon, le CORPS. Qui cette fois va l'envoyer du temps de Louis XIV pour dérober des cristaux qui sont censés avoir des pouvoirs magiques. Un petit peu comme dans le tome 1, je serais tentée de vous dire, puisque dans le tome 1, elle partait en Égypte pour amener un cristal, le cristal d'Osiris. Ici c'est pareil, elle va se rendre à la cour de Louis XIV, dans le Versailles qui n'est pas encore fini de construire, pour rapporter ces cristaux qui ont le pouvoir normalement de guérir toutes les maladies. Orphea, comme d'habitude, va se retrouver propulsée en 1674 lors des grands divertissements et pour se fondre dans la masse va se greffer à une tapissière, enfin une femme déguisée en homme qui exerce le métier de tapissier qui va venir en aide à une troupe de théâtre qui est dirigée par Molière. Encore une fois, on plonge dans une époque différente, on en apprend les us et coutumes. On voit le rôle de la femme à cette époque qui n'était pas forcément très bien traité, très bien admis, puisque dans ce livre, une femme est obligée de se déguiser en homme pour pouvoir travailler. On va se retrouver dans l'univers du théâtre, on va voir un petit peu les coulisses et on va avoir toutes ces références aux œuvres de Molière. D'ailleurs, les titres de chapitres sont directement en référence avec Molière. Je vous donne un petit exemple. Le chapitre 6, où je m'assois sur les bancs de l'école des femmes. Le chapitre 7, où pourquoi l'on enferme les malades imaginaires. Le chapitre 8, où les précieuses ne sont pas toutes ridicules. Bref, voilà. Pour ceux qui ont les petites références, c'est extrêmement drôle de se retrouver dans des chapitres avec ces titres pareils. Et pareil, on a des références à Harry Potter, on a des références à plein d'autres thématiques plus modernes. Donc confronter la modernité avec cette époque du XVIIe siècle, c'était super bien fait. Je pense que j'ai préféré ce tome 2 au premier tome parce qu'on a beaucoup plus de références. Peut-être plus de références qu'on comprend, qu'on connaît. Et voilà, l'intrigue était vraiment pas mal. Et toujours, en fin de livre, on a ce fameux chapitre bonus. Voilà, qui nous apprend toutes les choses qui ont réellement existé, en quoi l'auteur a fait peut-être quelques petits changements par rapport à la réalité. Voilà, c'est instructif et en même temps c'est très drôle à lire. Orphea a une personnalité que j'adore. Voilà, cette gosse est incroyable, je trouve. Et un franc-parler très appréciable aussi. Je vais vous lire juste un petit extrait qui m'a fait plutôt bien rire. En mission, mes fesses envoient de toutes les couleurs. Elles se sont déjà fait botter, rosser, claquer. Autant vous dire, je suis habituée. Aussi, je ne peux pas vraiment me plaindre quand je me fais expulser du carrosse à coups de souliers cirés. Je vole tête la première, le nez dans la gadoue et les fesses en l'air. Voilà, c'était un petit extrait pour vous donner le ton de ce livre qui est très drôle, mais qui apporte aussi pas mal d'infos sur l'époque et donc qui est très instructif.
voilà, je vous conseille parce que c'est une lecture. Donc c'est à partir normalement de 8 ans, 9 ans. Mais ça se lit tout seul et puis c'est plutôt sympa. Voilà, je vous ai parlé de ces 3 lectures. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous y avez trouvé de bons conseils pour vos futures lectures ou vos futurs cadeaux pour vos nièces, neveux, enfants, etc. Bref, la jeunesse n'est pas exclusivement réservée à la jeunesse, hein, parce que moi je lis beaucoup de jeunesse. Bref, ça c'était un petit aparté. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé. Et moi je vous retrouve jeudi pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt.